Bien. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents donc, à cette journée consacrée au témoignage de nos diplômés. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Carrefour des stages et métiers, qui est un événement destiné à vous accompagner dans la clarification de votre projet et de votre orientation future. Nous avons convié ces lauréats, que je remercie parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. L'idée, c'est que en fait, ils puissent vous présenter leur parcours, leur cursus, ce qu'ils ont fait comme études et les postes qu'ils ont occupés. Et puis, nous laisserons la place aux questions. Voilà. Profitez de leur présence pour les interroger sur les opportunités professionnelles qui vous sont offertes, qui peuvent correspondre à votre profil et à votre projet. Voilà. Le premier, Mehdi. Mehdi, vous êtes diplômé de licence professionnelle métier de la vente. Exact. Promotion 2012 ? Non, 2013. 2013. Voilà. Et vous travaillez chez Apple. Voilà, en vous Irlande. Vous avez décidé de vous expatrier. Ouais. Allez, on vous laisse la parole. Comme je vais me présenter, donc je m'appelle Mehdi, je vais avoir 25 ans. Ceux qui voudront me le souhaiter, c'est dans quelques jours. Le 5 mars. Et moi le 4, hein. Avis aux amateurs. On fera une grande fête alors. Tout d'abord, je remercie Anne-Sophie Guéot qui m'a invité, également Lucie Rich et tout le personnel qui ont travaillé pour cette conférence. J'étais déjà venu à une précédente et c'était bien sympa, donc j'avais envie de revenir témoigner un peu de mon parcours. Donc avant de commencer, j'aurais jamais pensé pouvoir témoigner de mon parcours ici, mais ça me fait plaisir parce que j'ai un parcours assez un peu comme les montagnes russes. Je suis plutôt du genre à embêter les profs plutôt que de les écouter, mais grâce à l'alternance, voilà où je suis. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour commencer. Donc j'ai fait une 3e insertion parce que je voulais arrêter l'école. Quand j'avais 16 ans, je voulais travailler. Et c'est vrai que on m'avait dit, mon pauvre en 3e, qu'est-ce que tu vas faire après quoi. Du coup, on m'a un peu poussé à faire un CAP vente en alternance. Et ça m'a plu puisque je travaillais en même temps et c'était ce que je voulais faire. Du coup, j'ai eu mon CAP au bout de 2 ans, CAP vente. Puis franchement, pour ce que j'ai fait, c'était pas trop compliqué quoi. Du coup, je me suis dit, allez, on va continuer en bac. Du coup, j'ai continué en bac pro vente. Je l'ai fait en 2 ans. Ça s'est pas trop mal passé. C'était un peu plus dur. Mais tout le monde me disait, après le bac, il va peut-être falloir que tu t'arrêtes parce que ça va être compliqué pour toi si tu veux continuer. Et puis j'ai eu mon bac, je me suis pas trop mal débrouillé pour le coup, et puis vu que j'étais fier de moi, j'avais eu mon permis aussi en même temps, du coup je me suis dit, tiens, on va tenter la barre au-dessus, quoi. Du coup j'ai fait un BTS NRC. Alors j'ai fait mon BTS NRC en 2 ans, j'ai commencé à travailler dans une concession automobile, donc chez Renault, dans la Drôme, et du coup ça me plaisait pas trop mal, et puis j'étais vraiment investi dans ce que je faisais. Malheureusement plus au travail qu'à l'école, et donc du coup mes profs me disaient, Mehdi, au bout de la première année il va falloir que tu t'arrêtes parce que ça va pas le faire sinon. Et vu que je m'étais bien débrouillé en entreprise, j'avais fait un bon dossier, tout ça, j'ai eu mon BTS. Mais là ça faisait 6 ans, donc 6 ans d'alternance, ça commence à faire un peu ça embêtant un peu. Donc du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Je suis parti à l'étranger en fait, je suis parti 1 an en Australie avec un pote à moi. On est parti comme ça, quoi, notre sac à dos sur le dos, et puis on s'est dit on verra bien ce qu'on trouvera là-bas. Et puis ce que j'ai trouvé là-bas, je m'attendais pas à le trouver. Quand vous partez comme ça, souvent on vous dit, moi j'ai une copine qui m'a dit, tu auras certainement pas les réponses aux questions auxquelles tu t'attends, mais tu trouveras d'autres réponses. Et le fait de partir, ça m'a permis un peu de réfléchir sur mon parcours, et je me suis dit, finalement, je suis peut-être pas si bête que ça. Et moi qui ai quand même une certaine ambition, je me suis dit, je pourrais peut-être travailler à l'étranger. Et pourquoi pas essayer. Du coup je me suis dit, avec un BTS ça va être un peu compliqué parce que c'est pas un diplôme qui est reconnu à l'étranger, c'est considéré comme un bac plus 2 quoi. Enfin c'est un bac quoi. Et du coup je me suis dit je vais au moins faire une licence. Comme ça une licence, ça n'a pas le prestige de s'appeler bachelor business, mais c'est quand même c'est la même chose. Et pour le coup dès que vous accédez à un niveau bac plus 3, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire recruter par des entreprises à l'étranger, ou des entreprises pour travailler soit en France avec l'étranger ou à l'étranger avec la France.
Et du coup, après que ce voyage m'ait ouvert les yeux, tout ça, je me suis dit, allez, on va faire la licence, on va s'accrocher, ça n'a pas été facile. Et au mois de février dernier, je ne savais pas quoi faire après, et j'avais le choix en fait entre faire un VIE, Volontaire International en entreprise, ou alors faire un master. Mais bon, encore 2 ans, ça aurait fait 9 ans d'alternance. C'était un peu long, quoi. Et puis bon, comme je vous ai dit au début, je suis plutôt du genre à embêter les profs que les écouter. Alors je me suis dit, on va les laisser tranquilles et puis on va les travailler un petit peu. Et puis je savais pas trop quoi faire par contre, hein. Je suis arrivé un beau jour dans le bureau de Lucie Rich et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose l'année prochaine, mais je sais pas trop quoi encore. J'aimerais travailler, mais dans quelle entreprise, tout ça. Vous savez, c'est pas facile, hein, quand on a envie de faire un truc, mais on sait pas par quel chemin faut passer. Donc l'avantage que vous avez par exemple ici à l'IE, c'est que vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner. Et avec Lucie, on a fait un travail de ouf. On a cherché un peu partout. Et puis j'ai préparé un CV, j'ai préparé une motivation, j'ai envoyé. Lucie m'a déconseillé de le faire, mais je l'ai quand même fait. Un dimanche soir, j'ai dit on va essayer. Je suis allé sur le site d'Apple parce que ça me plaisait bien. Et puis j'ai envoyé mon CV parce qu'il y avait un job qui s'était libéré. En tant que conseiller technique. Alors c'est ça, vous me direz, ça n'a rien à voir avec le métier une licence métier de la vente que j'ai fait, mais je vous expliquerai que si en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Et je l'ai envoyé le dimanche soir à 23h et le lundi matin à 11h. J'ai une des personnes du service de recrutement qui m'a appelé, elle m'a dit on vous met dans la liste des personnes qui passeront en entretien et puis voilà. Je vais passer tous mes entretiens, etc. Et puis je suis arrivé à la fin où ils m'ont dit c'est bon, vous êtes pris. Donc ça, c'était au mois d'avril. Et puis, m'ont pris mon billet d'avion, ils m'ont tout pris. Et j'ai débarqué à Cork, au sud de l'Irlande, en juillet dernier, où je travaille maintenant. Alors, mon projet à long terme, c'est vrai que c'est pas facile de s'en fixer un, mais moi, je suis quelqu'un qui adore la vente. C'est mon truc. Parler avec les gens, essayer de trouver leurs besoins, etc. Du coup, chez Apple, c'est possible. C'est pas facile, il faut vraiment arriver à faire ses preuves parce que c'est une boîte américaine pour arriver à atteindre certains postes. Mais au final, j'aimerais bien aller en sales où il y a des super postes où on peut travailler avec des personnes, on peut travailler avec des grandes entreprises, par exemple un comité d'entreprise qui commande 100 iPads ou un truc comme ça. Ça peut être super intéressant. Voilà, donc pour le moment, je suis conseiller chat. Donc si vous avez un problème avec votre iPod, iPhone, iPad, vous pouvez m'avoir moi ou quelqu'un d'autre. Et après, donc, si j'ai fait ça, c'est parce qu'on travaille beaucoup avec des logiciels de gestion de relations clients, etc. Il y a une relation client qui est énorme avec Apple. Et au final, peut-être après, voilà, ça me permettra de passer en sales et de me faire un bon petit bagage malgré tout. Voilà. Après, j'ai une dernière chose à vous dire. Et ça, je suis content de pouvoir vous le dire. Il faut que si, après, je ne sais pas dans quel cursus vous êtes ou quoi que ce soit, mais sachez être patient, ça c'est la première chose. Pas brûler les étapes, et il ne faut pas se précipiter, et fixez-vous un objectif. Sachez où vous allez aller. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif, vous risquez de partir dans tous les sens, et finalement de faire plein de choses, certes, mais pas vraiment, d'aller vraiment là où vous vouliez aller. Et pour terminer, c'est vrai que c'est souvent l'erreur qu'on fait en alternance, parce qu'on se sent un peu perdu après, quand on rentre sur le marché du travail. Mais une fois de plus, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous accompagner. Et franchement, il faut un boulot de super. Parce que moi, je me suis trouvé à un moment où j'étais perdu au mois d'avril, au mois de février. Et j'ai été accompagné. Et du coup, voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Finalement, ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé un petit peu mon truc. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est comme quand vous avez des occasions comme aujourd'hui. J'étais bête moi de pas venir quand il y avait des conférences comme ça avant, mais n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, tous. On a tous des parcours différents, et voilà. Merci beaucoup Taleb, merci. Donc notez bien les questions que vous avez envie de poser à Taleb, puisqu'on lui relaissera la parole tout à l'heure. Ah pardon, à Mehdi, ça doit faire 4 fois que je vous appelle Taleb en plus. Appelez-moi Guéo si vous voulez, vous avez le droit.
Donc, notez bien vos questions pour Mehdi. Tout à l'heure, on leur laissera la parole. Olivier, vous êtes diplômé. Alors, c'est aussi de l'alternance. Donc, on a essayé de faire un panachage entre nos formations en alternance et nos formations en filière initiale. Donc, Olivier, vous êtes diplômé du master vente et management commercial. Promotion 2010. 2010, c'est ça, 2010, donc votre expérience est un petit peu plus longue. Vous êtes aujourd'hui chez Dimo Gestion. Chez Salvia Développement, mais c'est pas... Enfin, c'est marqué. Salvia Développement. Ok. C'est pas grave. Pas de souci. Appelez-moi Guéo aussi. Et donc vous êtes ingénieur commercial. Ça c'est bon. Ça c'est bien. C'est bien. Voilà, on vous laisse la parole. Très bien. Donc écoutez, bonjour à tous. Merci à Lucie et Anne-Sophie de nous accueillir dans ces locaux. Écoutez, moi j'ai un petit peu comme Eddy, j'ai également un parcours vraiment atypique. Dans le sens où, écoutez, moi je cherchais aussi au début de mes études un peu ma voie. J'ai commencé notamment par un BEP, BEP Vente Action Marchande, qui m'a permis de voir un petit peu si la vente était faite pour moi à travers différents stages que j'ai pu effectuer en entreprise. J'ai fait donc un BEP, j'ai continué sur un bac et j'ai terminé par un BTS NRC, négociation relation clientèle, également en alternance, comme quoi je pense que c'est un bon BTS. Donc j'ai poursuivi donc, en alternance, donc, j'ai effectué un Master 1 donc, à l'IDRAC Business School, donc en alternance chez Carrier dans une entreprise de climatisation, toujours en tant que co-commercial. Donc ces différentes expériences m'ont permis de toucher un certain nombre de clientèles, différentes secteurs d'activité, avec des notions différentes. À l'issue de ma formation Master 1, j'avais le choix soit de rester à l'IDRAC, soit d'aller voir dans une autre école. Et donc, c'est vrai que l'IE avait une très bonne notoriété, était une très bonne référence, et l'est toujours. Donc, j'ai fait le choix d'aller à l'IE pour effectuer mon Master 2, que j'ai également effectué en alternance, chez ADECO, sur la partie formation auprès des collectivités. Donc pour moi, c'était une expérience très enrichissante parce que ça m'a conforté dans mon choix de choisir la voie commerce. J'ai eu de très bons conseils, notamment à l'IE, aussi bien donc, par les intervenants qu'on a pu avoir, et également par le staff d'équipe. Et donc aujourd'hui, j'ai travaillé donc, à l'issue de ma formation Master 2, j'ai travaillé chez des éditeurs de logiciels, également dans la partie bureautique, ce qui m'ont permis d'obtenir un certain nombre d'étapes de vente supplémentaires. Et donc aujourd'hui, je suis chez Salvia Développement, qui est que je pense que vous ne devez pas connaître, qui est un éditeur de logiciels spécialisé donc, auprès des promoteurs immobiliers. Donc en 2 mots, c'est un logiciel qui permet de gérer toute la vie d'une opération immobilière, de l'achat du terrain jusqu'à la construction d'un immeuble, la vente des appartements, le suivi des travaux et le relance des entreprises. Un logiciel donc, qui prend en grande ampleur malgré que le secteur de l'immobilier soit en crise. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est donc de démarcher ces promoteurs immobiliers, quelle que soit la taille. J'ai des clients comme Crédit Agricole, Nacara ou des tout petits promoteurs comme Fontanelle ou autres. Et je me déplace donc sur l'ensemble de la France. Ce qui m'intéresse beaucoup, comme disait Mehdi, c'est vraiment l'aspect contact humain, le fait d'aller à la rencontre des gens pour savoir un petit peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, comment on peut répondre à ces besoins. Des fois, on peut bien sûr ne pas répondre aux attentes, et je pense que dans ce cas-là, il est mieux de pas s'avancer, de dire écoutez, je ne sais pas faire, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit oui, on sait tout faire, après, il faut assurer le SAV, et là, c'est moins drôle. Voilà, donc clairement, encore une fois pour résumer, je regrette pas du tout ma voie de commerce et je suis très fier et très, très content d'être passé par l'IE. Et notamment, c'est vrai que je rajouterais, comme disait Mehdi, ce qui est également très important et ce qui m'a vraiment permis aujourd'hui de trouver ma voie, c'est de passer donc, par le service carrière formation, qui m'a permis, donc, notamment à travers encore une fois Anne-Sophie et Lucie, de cibler un petit peu quelles étaient mes attentes, quelles étaient mes aspirations, de fixer également un objectif pour qu'aujourd'hui je me retrouve donc, dans un poste dans lequel je m'épanouis réellement et dans lequel j'ai plaisir à travailler. Merci à tous. Merci beaucoup. Sarah, c'est bien ça. Sarah Wacker, vous êtes diplômée du Master 2 Marketing et Communication des Services, promotion 2012, et vous êtes assistante chargée de communication BNP Paribas, chez BNP Paribas.
Alors, j'ai été promue et je suis chargée de communication, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, alors moi, en fait, j'ai un... Bonjour à tous, déjà, pardon. Donc moi, j'ai un parcours beaucoup plus classique. J'ai fait un bac littéraire, et quand on fait un bac littéraire, on a quand même des voies qui sont assez bouchées, et on est quand même assez vite envoyé vers d'autres voies. Et moi, je me suis spécialisée dans la communication. J'ai fait une licence information-communication à l'Université de Lyon 2. 3 ans à étudier de la théorie des textes sur la communication, c'était un petit peu long. Sachant que les stages n'étaient pas possibles avant la 3e année. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers l'IAE et j'ai intégré donc, le Master 1 Management et Communication, suivi du Master 2 Marketing et Communication des services, afin d'obtenir la double compétence marketing et communication. Parce que dans nos métiers marketing et communication, généralement, il faut la double compétence qui sont quand même assez complémentaires. Donc à la fin de mon Master 2 en marketing et communication, j'ai intégré la direction régionale de BNP Paribas en tant qu'assistante de communication pour un CDD, pour un stage de 6 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré l'équipe en CDD. Ensuite, j'ai quitté l'entreprise, je suis allée dans une autre entreprise, je suis retournée chez BNP Paribas. Et en fait, c'est très en dents de scie parce que j'en suis à mon 6e CDD chez BNP Paribas. Mais ils sont fidèles et moi aussi. Donc pour l'instant, ça va. Alors mon métier de chargée de communication, en quoi ça consiste ? Donc je suis au sein de la direction régionale de Lyon. Donc BNP Paribas au niveau national est dirigé à Paris et ensuite le territoire national est divisé en 7 grandes unités et chacune de ces unités possède sa propre direction régionale qui est chargée de veiller à l'application de la stratégie décidée au niveau national. Donc en gros, moi je suis à Lyon et nous nous occupons des régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne. Je suis au sein du service communication qui est composé de 3 personnes et nous gérons la communication interne et externe sur ces 3 régions. Donc mes missions principales, la première et la plus importante, c'est l'événementiel interne et externe. L'événementiel externe, ça va être de l'organisation de conventions par rapport à des métiers de chargé d'affaires ou de banquier. On va en organiser 2 à 3 par an et ça va rassembler 250 à 300 personnes à chaque fois. Et après, on va avoir des plus petits événements, plus pour fédérer les équipes, créer un sentiment d'appartenance auprès de la marque BNP Paribas. Ensuite, au niveau de l'événementiel externe, donc on va en avoir 2 types. Le premier, c'est de l'événementiel externe qui va plus considérer les événements en rapport au sponsoring et au mécénat du groupe. C'est-à-dire qu'au niveau national, BNP Paribas est sponsor du tennis et du cinéma. Donc au niveau régional, ça se transcrit par notre direction régionale va signer des conventions de partenariat avec les ligues, comités et clubs de tennis. On va donc les sponsoriser financièrement ou matériellement. Et en contrepartie, ils vont assurer la bonne visibilité de la marque durant leurs événements. Au niveau du cinéma, le plus connu au niveau de la région, c'est notre plus gros partenaire, c'est le Festival Lumière qui a lieu donc en octobre, généralement la 2e semaine d'octobre. Et là, c'est une semaine extrêmement intensive parce que nous devons nous assurer de la bonne visibilité de la marque durant le festival, mais nous avons également la possibilité d'organiser des soirées privées pour nos clients dans le cadre du Festival Lumière. Et durant ces soirées-là, donc on a des projections de cinéma privé, mais aussi des rencontres avec des personnalités du monde du cinéma. Donc c'est quelque chose de très enrichissant et de très intéressant à gérer, mais c'est également très stressant sur une semaine extrêmement condensée. Au niveau également donc, des événements externes, on va avoir toutes les soirées clients, donc projection de cinéma, etc. Mais surtout les conférences et les débats et sur des sujets où BNP Paribas va pouvoir se positionner comme un expert dans les domaines de la fiscalité, des retraites, de l'épargne. Donc là également, c'est une forte logistique puisqu'à chaque fois, ça rassemble 200 à 300 personnes. Donc ça, c'est le premier pôle, tout ce qui est événementiel. Deuxième pôle, ça va être la création graphique. Donc création graphique de tous les supports possibles et imaginables, invitations, affiches, les insertions publicitaires dans les journaux, les publicités. Et pour ça, il faut savoir impérativement utiliser les logiciels de création graphique, Photoshop, InDesign et Illustrator. Donc il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas Photoshop, où je ne fais pas des retouches, où je ne fais pas InDesign. Il n'y a pas une seule journée. Et c'est généralement 3 à 4 invitations créées par semaine et des affiches aussi et des insertions publicitaires.
La troisième grosse mission, c'est la diffusion de l'information, parce que vu que nous sommes sur 3 grosses régions qui sont la région Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne, nous avons 2500 collaborateurs qui sont géographiquement très étendus et très loin. Et donc le meilleur moyen pour diffuser l'information de manière cohérente et homogène, c'est l'intranet, le site intranet. Donc en fait, là, je suis en train de mener une stratégie de refonte du site intranet pour que l'ensemble des informations soit divulgué de la même manière et au même moment aux collaborateurs. Et donc, tous les jours, ça va être de la mise en ligne de contenu audio, photo, vidéo et écrit, donc voilà, constamment avec des logiciels propres à BNP Paribas. Donc en gros, voilà, c'est mes grosses missions, c'est mes principales grosses missions, sachant qu'en fait, on ne peut pas distinguer l'une sans l'autre, parce que quand je crée un événement, il faut forcément que je pense au support de communication qu'il va falloir que je crée pour cet événement-là, et savoir aussi de quelle manière est-ce que je vais pouvoir le relayer auprès de mes collaborateurs en interne. Donc pour mener à bien toutes ces missions-là, il faut pas mal de curiosité, de débrouillardise, savoir un peu gérer son stress, parce que généralement c'est toujours fait dans l'urgence au dernier moment, et surtout être très créatif. Voilà, pour mon expérience. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette description de mission, parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant de savoir quel est votre quotidien, en quoi consistent vos missions. Enfin, merci. Alors, Élodie, donc je sais que d'emblée, je vais commettre l'erreur. Élodie, vous êtes diplômée du Master 2 Marketing et Vente en B2B, promotion 2012. C'est ça. Vous êtes chargée marketing chez Permobile France. C'est ça. Voilà, et donc merci de nous expliquer votre cursus, votre parcours et en quoi consiste votre mission. Pas de souci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, encore merci à Lucie et Anne-Sophie de m'avoir conviée ici pour présenter mon parcours. Parce qu'il y a quelques temps, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Même en étant à l'IAE pour mon année de Master Marketing et Vente B2B, je n'avais pas connaissance en fait de tous les ateliers qu'il pouvait y avoir à votre disposition. Donc profitez-en. Moi, je vais commencer à l'envers en fait, parce que vous avez, en remerciant du coup Lucie Rich, parce que si je suis aujourd'hui à mon poste actuel, c'est en grande partie grâce à elle, où pendant la période de recherche de stage, il fallait commencer entre mi-mars et début avril son stage. Et moi, la dernière semaine du mois de mars, j'avais toujours rien. Donc, c'était le gros stress. Au bout d'une 40aine de CV envoyés, c'était la panique à bord. Et puis, en allant au bureau du service emploi, carrière et formation, Lucie m'a dit de ne pas perdre patience, de continuer à consulter donc, le book avec toutes les annonces et les offres de stage et de postuler encore et encore. Et au final, j'ai postulé à 2 offres. Plusieurs offres, et il y en a 2 dans la même semaine qui sont ressorties. Donc 2 entretiens à 2 jours d'écart, les 2 offres étaient validées en fait. Donc après, j'avais plus qu'à faire mon choix. Donc déjà, à ce niveau-là, il ne faut pas perdre patience et il ne faut rien lâcher. Donc du coup, pour reprendre mon parcours, donc en fait, moi je suis arrivée à l'IAE de Lyon la toute dernière année, après un DUT gestion administrative et commerciale, puis une licence en économie et management, un master 1 management logistique et stratégie, et j'ai terminé donc avec le master marketing et vente B2B à l'IAE de Lyon. Ça a été une année assez intensive, et puis donc pour le stage de fin d'études, donc après des recherches assez tumultueuses, donc j'ai obtenu mon stage de fin d'études au sein du groupe Permobile France, dans lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire pendant une durée de 6 mois. Après, j'ai eu la possibilité de prolonger mon stage, parce qu'on avait encore la possibilité en 2012 de faire une prolongation de stage de 3 mois pour attendre les budgets de l'année suivante pour être employée dans la société. Donc ce qui a été le cas en tant qu'assistante marketing communication. Et me voilà toujours dans la société au bout de 3 ans. Donc ça a été assez riche c'est riche comme expérience. Donc en fait, derrière le profil d'assistante marketing communication ou chargée de marketing aujourd'hui, en fait, ça a été une expérience très riche dans le sens où mon arrivée dans la société
en stage a été a abouti sur la création du poste de marketing au sein de la société. Donc en fait, la société Permobile, c'est un fabricant de fauteuils roulants. Donc à la base, c'était une société française qui a été rachetée par un groupe suédois. Donc la plupart du marketing en fait était géré en Suède au siège social. Et puis après, on a tout le marketing local en fait qui doit se mettre en place. Donc en fait, en étant toute seule au service marketing, il y a la possibilité de faire énormément de choses. Donc ça va passer par tout ce qui est gestion de la communication, donc sur tous les canaux qu'on peut avoir. Donc ça peut être tout ce qui est communication éditoriale, donc avec les catalogues, les brochures produits, la rédaction des communiqués de presse. Ensuite, on va avoir tout ce qui est communication événementielle, donc avec l'organisation des salons, des réunions clients, des forums, et des tournées promotionnelles pour les lancements de produits. Et ensuite, on a toute la partie donc, communication en fait, en ligne avec la gestion du site internet, des sites partenaires et également la mise en place de la page de la société sur les réseaux sociaux. Ensuite, que dire d'autre ? On a toute la partie aussi veille concurrentielle qui va nous permettre aussi de faire nos comparatifs produits pour mettre en avant nos produits face à la concurrence. Donc là, c'est aussi un gros travail à réaliser. Il faut être en lien en permanence avec nos équipes commerciales. Il y a tout ce qui est aussi création. Donc comme le disait Sarah, généralement, quand on organise un événement, on a aussi toute la communication qui doit être autour. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, en fait, il y avait la Suède qui créait beaucoup de choses. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a de plus en plus de possibilités en local. Donc c'est vraiment quelque chose à développer. Donc là, pareil, il faut des connaissances dans certains logiciels de création graphique. Pas de panique pour ceux qu'on n'ont jamais fait. Je suis arrivée dans la société, on m'a parlé de Photoshop, Illustrator, je faisais des grands yeux et surtout au secours, sortez-moi de là. Et finalement, même avec les tutoriels sur Internet, sur YouTube, ça aide beaucoup pour commencer à faire des petites bidouilles de part et d'autre. Et puis finalement, après, on a toujours la possibilité de demander des formations à la société qui sont généralement accordées quand il y a un réel lien et une réelle valeur ajoutée à l'utilisation. Donc c'est ce qui s'est passé. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à créer aussi tout ce qui est support de manière assez autonome. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses. C'est dans un milieu assez international. Donc pareil, là, je passe à peu près entre 60-65% de mon temps en fait, à travailler avec les équipes européennes, enfin les filiales. Donc là, il faut aussi savoir jongler entre l'anglais et le français pour pouvoir rediffuser le message en interne à toutes les équipes commerciales sur le message à faire passer, sur les événements qui vont arriver, sur les lancements produits. Et voilà. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Allez-y, je vous en prie. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le master MAPAD et le lien que vous avez fait avec votre projet. Vous êtes diplômé de la promotion 2011 et vous êtes ingénieur commercial chez Cégide. C'est ça. Bonjour à tous. Mathieu, j'ai 27 ans. Je vais avoir 28 ans à la fin de l'année. C'est un peu plus loin que Mehdi, voilà. Donc 27 ans. Comme c'est indiqué derrière, j'ai fait un master 1 et 2 master 2 en fait à l'IAE de Lyon. Alors je vais pas parler de parcours atypique parce que je pense que plus de 50% des gens qui font l'IAE ont un parcours un peu différent de leurs voisins. Donc voilà, moi j'ai fait une licence en sciences de gestion à l'IAE de Metz, d'où je suis originaire, et puis un petit peu d'envie d'aller voir un peu plus loin, d'où l'avenue sur Lyon, et où j'ai commencé sur un Master 1 Audit et Gestion opérationnelle, donc qui fait partie du parcours Euginov à Lyon. Et puis, j'étais déjà parti dans un premier temps faire un échange en Erasmus, donc en République tchèque en licence.
Et forcément, je m'étais dit non, je ne repartirais pas avant la fin du Master 2 parce qu'il faut faire des stages, parce qu'il faut se préparer à travailler. Et puis, l'année de Master 2, je suis reparti au Danemark. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un des échanges qui existaient entre l'université de Lyon, enfin l'IAE, et l'école de management qui était à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark que je ne connaissais pas avant d'y aller. Et voilà, donc j'ai fait une année de Master 2 Management International là-bas. Donc en fait, je ne pourrais pas vous décrire en détail le parcours Master Management International à l'IAE de Lyon puisque j'y étais pas. Mais en tous les cas, j'ai quand même validé le stage et puis le mémoire à la fin et le parcours en échange bien sûr avec les différents semestres à l'étranger. Et puis, puisque j'en avais encore pas assez de l'IAE, je me suis dit je vais refaire un an de Master 2. Donc le Master de MAPAD, qui est un Master en management public et au niveau des administrations décentralisées, donc aussi au sein de l'IAE de Lyon. Et simplement parce que j'avais envie de me spécialiser sur la partie management dans le secteur public. Voilà, puisque j'avais comme vision que le secteur public est quelque chose d'important dans notre pays et qu'il y avait sans doute des choses à faire au niveau du management. Et donc je m'étais dit que ça pouvait être pas mal comme programme à suivre. Voilà, et je suis ingénieur commercial. Donc ça n'a rien à voir. En fait, entre les deux, voilà, donc j'ai fait différents stages dans le secteur public, par exemple à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, et puis je suis reparti à l'étranger directement à la fin de mes études. Donc je suis parti au Canada pendant 3 ans, et j'ai travaillé en fait pour Hewlett-Packard, donc entreprise informatique. Pour être clair, je connaissais rien à l'informatique, et puis le poste était orienté sur un poste bilingue pour s'occuper de grands comptes, donc sur Montréal et sur Toronto, et l'idée m'a bien plu. Et en fait, voilà, je me suis retrouvé dans ce poste à essayer d'apprendre un petit peu ce qu'il en était des nouvelles technologies ou des technologies qui sont utilisées par nos entreprises. Et pour tout ça, en fait, ce qui a été surtout utile, c'est le fait de maîtriser l'anglais, d'avoir sans doute voyagé un petit peu et profiter des échanges que j'avais pu avoir et de réussir à m'adapter. Et puis aussi de réussir à convaincre dès le départ que moi, j'étais sans doute un atout pour l'entreprise et que je saurais faire ce qu'on me demandait de faire ou ce qu'on me proposait de faire sans encore trop savoir le faire. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, mais ce qu'on se rend compte souvent, enfin, ce que vous voyez peut-être en ayant fait des stages, c'est qu'au départ, on ne maîtrise pas grand-chose. Alors que ce soit les outils qu'on utilise ou le parler qui est utilisé dans l'entreprise ou les réunions dans lesquelles on se trouve. Et puis au fur et à mesure, au début on est un petit peu calme, mais on arrive à s'adapter au fur et à mesure. Et je pense que ça, c'est s'il y avait un mot à retenir du parcours au sein de l'IAE, je pense que c'est le fait de pouvoir s'adapter, d'être flexible. Alors on entend beaucoup parler de flexibilité, mais en tous les cas de réussir à s'adapter à beaucoup de contextes. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on se dit on sait tout et rien faire, et surtout rien au début, mais en fait on se rend compte qu'on est capable d'aller dans plein de directions différentes, et je pense que là on est 8 ou 9 à représenter les anciens de l'IAE, on a tous des fonctions différentes. Et au final, je pense que c'est aussi ça le parcours qu'on peut avoir ici, et de réussir à s'adapter. Alors simplement, voilà ce que j'en pensais. Et puis sur le poste que j'ai actuellement, donc je travaille au sein de Cegid, qui est un éditeur de logiciels que vous connaissez peut-être pour les fans de foot, puisqu'il y a le petit autocollant sur les joueurs de l'OL, et puis puisque le dirigeant de Cegid est également le président de l'Olympique lyonnais. Mais au-delà de ça, c'est une entreprise lyonnaise qui a été créée en 1983, qui travaille avec énormément d'entreprises et également de cabinets d'expertise comptable, puisque là c'est le marché sur lequel je me situe. Et c'est une entreprise dynamique qui travaille également avec l'IAE. Je sais sur certains programmes, par exemple au niveau finance et comptabilité, il y a beaucoup d'échanges. Et simplement pour l'anecdote, à mon retour du Canada, forcément j'étais en recherche d'emploi et je pensais que ça serait plus simple que ça, puisque quand on a un travail et on se dit bon, ça va être simple d'en trouver un autre. Mais bon, on connaît tous le marché, il n'est pas forcément simple. Et j'ai profité d'un
d'un des forums de l'emploi qui est organisé, je crois encore, par l'IAE 1 ou 2 fois par an. Oui, on a le forum carrière du management en novembre et le Carrefour des stages qui se déroulera là cette année le 12 mars. Et donc, au cours de ce carrefour ou de ce forum qui était destiné aux étudiants, mais c'était écrit aussi aux diplômés, donc je me suis dit pourquoi ne pas y aller. Et en fait, j'ai rencontré Cégide lors de ce forum. Et simplement, je leur ai expliqué ma situation en disant que je recherchais un poste qui était équivalent à ce que je faisais chez HP auparavant, que j'avais décidé de revenir en France. Et puis en fait, de ce premier contact, est né un deuxième contact sur un premier poste qui ne convenait pas puisqu'il n'était pas localisé en Rhône-Alpes et puis le poste que j'ai obtenu par la suite. Donc simplement pour dire aussi, comme mes autres camarades, qu'il y a énormément de possibilités au niveau de l'IAE, que parfois on va dans un amphi ou à un forum et on ne sait pas trop ce qu'on va en tirer, puis des fois on en tire quelque chose de bien. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ce que vous avez, que ce soit des échanges, des contenus des cours, des contacts que vous avez avec les professionnels, pour essayer de construire votre chemin, quel qu'il soit, et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Merci. Alors, Caroline, on parlait de parcours atypique tout à l'heure. Moi, j'aime bien la notion de parcours riche, varié, donc voilà, ce qui est assez représentatif du vôtre. Alors, la dernière diplomation pour vous, c'est marketing et communication des services aussi, promotion 2013, mais vous avez un background riche. Oui. Déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que quand on parle de parcours atypique, pour le coup, j'en fais partie. Parce que j'ai une formation sport à la base. Je suis diplômée d'un master management du sport que j'ai obtenu en 2007. Donc ça commence un peu à remonter maintenant. Avec lequel j'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans à l'UCPA, où j'étais notamment membre de l'équipe de direction du centre de Chamonix. Donc avec une forte expérience en management d'équipe. Et j'ai souhaité continuer à travailler dans les domaines du sport ou du tourisme, mais d'une façon un peu différente, ce qui m'a conduit à avoir une réflexion sur ce que j'avais envie de faire sur le plus long terme, en tous les cas. Et les métiers de la communication m'intéressaient beaucoup. C'est comme ça que j'ai atterri à Lyon. Et donc à l'IAE Lyon, dans le master marketing et communication des services. Donc moi, je suis arrivée directement en master 2. En tant qu'étudiante en formation continue, donc étudiante adulte au milieu des petits jeunes. Jeune adulte. Oui, il y avait presque 10 ans quand même. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir donner justement un nouvel élan à ma carrière professionnelle avec ce master, pendant lequel j'ai réalisé un stage qui était vraiment une très très belle expérience professionnelle. J'ai réalisé mon stage au sein d'une petite entreprise lyonnaise qui s'appelle Vélogique, qui travaille sur la démocratisation de la pratique vélo pour les collectivités territoriales et les entreprises. Donc j'étais dans le milieu du sport sans être dans le milieu du sport, mais voilà, j'étais en tous les cas dans une très bonne ambiance. J'ai eu des missions très riches avec un accompagnement qui m'a permis vraiment de progresser, d'apprendre plein de choses, parce que effectivement, quand on arrive en stage, on se rend compte que la théorie, c'était bien, mais il faut passer à la pratique et on se sent des fois un peu démuni. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un stage où justement j'ai pu appréhender de tout ce qui était graphisme, en photo, parce que j'ai dû réaliser pas mal de visuels, ce genre de choses, tout ce qui était relations presse. Enfin, j'ai eu un stage vraiment la communication à 360 degrés, donc c'était très, très enrichissant. À l'issue, j'ai été diplômée du coup en septembre 2013 et du coup lancement dans la recherche d'emploi parce que la structure n'avait pas la possibilité financière de me garder. Et donc j'ai intégré un petit groupe de travail au sein du service emploi carrière et alternance avec Lucie et Anne-Sophie pour justement essayer de définir vraiment le projet pour qu'on puisse pour pouvoir en parler le plus facilement possible quand on rencontre des personnes ou en entretien. Voilà, donc je pense que le travail a été très, très intéressant pour moi dans ma recherche. Ça permet aussi de ne pas se sentir isolé parce que parfois la recherche d'emploi, c'est long, c'est chronophage et déprimant.
Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour de professionnels, d'être aussi au sein d'un petit groupe de diplômés qui partagent un peu les mêmes doutes, les mêmes questionnements, ce genre de choses. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de franchir la porte. Ce sera que du positif. Et ma recherche d'emploi a fini par aboutir au bout d'1 an. Donc malgré tout, ça reste long. C'était plus long que ce que j'imaginais. Et du coup, je suis arrivée donc chez Retail Global Solutions en tant que chargée de communication et community manager. Retail Global Solutions, c'est une PME qui, comme son nom l'indique, est spécialiste de tout ce qui est retail. Le cœur de métier, c'est l'exploitation de points de vente pour des marques. Dans Retail Global Solutions, moi, je m'occupe de la communication en fait, de l'entreprise, mais également des 3 entités en dessous. Donc, on a 3 entités différentes avec des métiers différents. Et également de la marque Boon, parce qu'on est franchiseur de Boon. Donc, Boon est vraiment B2C et les 4 autres entités sont B2B. Donc, c'est un peu le grand écart au quotidien. Mon poste est une création de poste, donc c'est pareil, c'est beaucoup de défis à relever, montrer qu'ils ont eu raison d'investir dans la communication et beaucoup de choses à créer. Et pour le coup, comme dans mon stage, en fait, j'ai des missions vraiment à 360 degrés, donc ça passe sur tout ce qui est digital ou donc réseaux sociaux, ce genre de choses, l'administration des sites internet. Là, je suis en train de refonder le site de Boon, donc c'est travailler sur l'arborescence, les contenus, ce genre de choses. Un gros travail aussi sur tout ce qui est référencement. Et en parallèle, la communication un peu plus classique sur les prints, les relations presse, tous les visuels à créer au quotidien, que ça va de la carte de visite à la carte de vœux, à tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, moi, c'est ce que je recherchais, en tous les cas, quelque chose où je ne m'ennuie pas, où j'ai plein de choses à faire différentes. L'avantage, c'est que quand on n'est pas monotache, c'est que dans sa journée, on peut choisir son programme. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, c'est sûr que pour l'instant, je suis loin du milieu du sport. Je suis dans une autre ambiance. Et voilà, c'est un peu la réflexion que je me ferais, c'est que quand on recherche un emploi, on a son objectif. Et il y a un moment donné, il y a la réalité du marché qui fait qu'on est obligé de mettre en stand-by certains aspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en stand-by à vie, mais voilà, il faut accepter de faire certaines concessions, en tous les cas dans un premier temps, pour arriver à son objectif plus tard. Donc l'avenir le dira. Voilà, si... Merci beaucoup pour ce témoignage, Caroline. Je note dans un petit coin de revenir vers vous pour cette notion de projet idéal et de réalité du marché. C'est-à-dire qu'on en reparlera si vous en êtes d'accord tout à l'heure, parce qu'on insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir un poste et d'avoir un projet idéal de manière à rationaliser vos démarches. Après, effectivement, il faut pouvoir confronter ce poste idéal à la réalité du marché. Donc on y reviendra si vous en êtes d'accord. Alors, Jonathan, vous aussi un parcours très très riche. Vous êtes diplômé d'une licence professionnelle en alternance chez nous qui s'appelle Management des organisations avec une spécialité responsable de services généraux, promotion 2012, et vous êtes entrepreneur et dirigeant d'une société qui s'appelle La Petite Rustine. Exactement. Donc d'abord, bonjour à tous. La Petite Rustine, donc c'est un projet d'écomobilité qui tend à développer le vélo recyclé comme moyen de déplacement au quotidien et aussi de décloisonner l'information en écomobilité. Je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste. Et en fait, le projet date d'il y a très très longtemps finalement, où j'ai toujours dit à ma mère, maman, de toute façon, je montrais mon projet. Je savais pas que ça allait arriver aussitôt. Mais c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc je suis venu sur Lyon pour faire un DUT Clio, donc c'est qualité logistique industrielle et organisation, que j'ai fait en alternance, et j'ai travaillé dans une firme automobile pour développer une ligne de production. C'était un travail assez passionnant, mais le milieu de l'industrie ne m'a pas forcément passionné. Il y avait une certaine réalité économique qui était assez drastique et qui finalement prenait le pas sur le côté humain, qui était quelque chose sur quoi je mettais beaucoup d'importance.
Et puis après, un petit peu comme Mehdi, je suis parti en Australie parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie finalement. Donc je pense que n'ayez pas peur si vous ne savez pas quoi faire. Je pense que c'est quelque chose qui mûrit avec des expériences, avec du réseau, avec des gens qu'on rencontre. Et je pense que notamment d'ailleurs ces ateliers sont très intéressants par rapport à tout ça. Et donc je suis parti en Australie, j'ai essayé de chercher des réponses, je ne les ai pas trouvées. J'ai trouvé plein d'autres choses par contre, c'était absolument génial. Et je suis revenu en France et j'ai fait le CNAM, qui est le Conservatoire d'Alsace-Mestier, en gestion. Donc c'était un master 1, licence plus master 1. Et il me fallait 2 ans d'expérience professionnelle pour valider ce master. Et donc je n'avais pas trouvé de travail à cette époque-là. Et donc je suis venu à l'IAE pour refaire une formation en alternance, qui me semble extrêmement importante. Parce que du coup, on fait aussi du côté théorique, bien sûr, qui est très très important, mais que tu allies finalement avec la pratique en entreprise, et on commence à découvrir qu'est-ce que finalement le monde de l'entreprise, et qu'est-ce qu'on va faire finalement pendant les 40 prochaines années. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et donc, je cherchais finalement une formation qui n'était pas forcément spécifique dans un domaine, mais quelque chose de très généraliste, parce que inconsciemment, finalement, je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais monter ma boîte. Et c'était très important pour moi de voir un petit peu finalement tous les domaines que comporte une organisation d'une entreprise. Et surtout, quand on monte une entreprise, c'est finalement travailler sur, bien sûr, de l'achat et de la vente, mais surtout structurer une organisation qui n'existe pas et que l'on peut trouver finalement dans n'importe quelle organisation. Et c'est finalement extrêmement compliqué, mais en même temps très très passionnant. Et donc à la sortie de cette licence pro, du coup, je l'ai fait en alternance, et je l'ai fait dans un centre de recherche qui s'appelle le CEA à Grenoble. Et j'étais responsable opérationnel du plan de déplacement d'entreprise. Qu'est-ce que c'est le plan de déplacement d'entreprise ? C'est la promotion des modes de transport doux, et finalement faire que les gens ne se déplacent pas uniquement en voiture, mais se déplacent avec les autres moyens de transport, que ce soit le vélo, le transport en commun, l'écovoiturage, l'autopartage, etc., etc. Donc ce travail, je l'ai effectué sur 6000 personnes, ça a été quelque chose de très passionnant, et c'est où j'ai découvert finalement l'importance du transport quotidien, parce que finalement on se déplace depuis notre plus jeune âge et jusqu'à nos 80, 90 ans, enfin jusqu'à très loin finalement, et on ne se rend pas compte du temps qu'on passe dans les transports au quotidien, et notamment en voiture dans les embouteillages, et que l'importance que cela revêt finalement dans notre quotidien, et essayer de trouver des solutions pour répondre à des problématiques finalement environnementales, mais aussi sociétales, par rapport à l'omniprésence finalement de la voiture depuis les années 50-60. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est absolument passionnant, et j'ai envie de me lancer là-dedans, essayer de développer les autres moyens de transport. Donc c'est où j'ai rencontré Lucie, et je lui ai dit un jour, écoute Lucie, j'ai trouvé quelque chose, c'est un service civique, et c'est pour développer un atelier vélo. Elle m'a au départ regardé avec des gros yeux, parce que je sortais de licence pro, et finalement elle a compris la démarche par la suite, et donc j'ai fait ce service civique-là qui s'appelait Jeunes bâtisseurs d'avenir. Et donc c'était pour développer un atelier vélo. Je savais très bien ce que ça engendrait, est-ce que j'allais y arriver, est-ce que j'allais pas y arriver, et finalement comment développer un atelier vélo, et bien plus qu'un atelier vélo par la suite. Et donc on a fait bien sûr toute une démarche d'études de marché, d'études de faisabilité, un business plan social, parce que donc je suis considéré entre guillemets comme un entrepreneur social. Donc c'est pas le monde des bisounours, je suis pas forcément idéaliste, mais c'est justement essayer de répondre à un besoin existant et de l'allier avec une viabilité économique sur le projet qu'on monte. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an, et puis en 2013, avec mes compatriotes, on s'est dit allez, bingo, en silence, on s'y jette, parce qu'on avait gagné un Social Business Challenge qui nous a donné finalement l'envie de continuer, et on voyait à travers les gens que finalement les gens rêvaient plus que nous sur le projet. Et donc c'est ça qui nous a lancés. Et donc à partir de 2014, donc on a lancé finalement les choses effectives. Donc on a commencé par un financement participatif sur Ulule, et ce qui nous a amené à développer un atelier mobile. Donc on se déplaçait en entreprise, en collectivité, en université, pour apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leur vélo. Et donc le projet final, finalement, c'est essayer de trouver, finalement, de travailler et avec le grand public et avec les entreprises, et de développer tout un réseau de partenaires qui vont faire que plus on est fou, comme on dit, plus on rit, et finalement de développer l'ensemble de ces activités pour développer et le vélo et les autres moyens de transport.
Donc il y a une partie d'atelier vélo où on essaye de répondre finalement à tous les besoins et à tous les freins que comporte le vélo, et essayer de le mailler dans ce qu'on appelle l'ensemble multimodal, donc l'allier avec les autres moyens de transport, et essayer de trouver finalement une nouvelle organisation, et que chacun trouve une nouvelle organisation pour se déplacer finalement autrement. Je ne vais pas lister l'ensemble des besoins auxquels ça répond, que ce soit environnementaux, sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'importance finalement que prend la voiture, que ce soit au niveau de la pollution et surtout au niveau de la place que ça prend dans notre société. Et donc voilà, la petite rustine décolle tout doucement. On vient de trouver un local de 180 mètres carrés à Bron. Et on gagne de temps en temps quelques petits concours qui nous permettent justement de communiquer autour du projet. Et c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus de gens nous suivent. Et c'est ce qui fait aussi la force du projet. Et donc j'en suis ravi. Et donc pour parler finalement de tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai que c'est très très général, très très global, que ce soit sur de la commercialisation, il y a vraiment du marketing, de la RH, de la compta. J'étais absolument pas passionné en cours de la compta et je m'y suis mis, et finalement, vu que c'est ma structure, c'est vrai que ça devient presque passionnant. Pas tout à fait, mais presque. Et donc c'est vrai que si vous avez l'opportunité, si vous avez l'envie de développer quelque chose, je vous incite grandement à le faire. C'est absolument passionnant et génial. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, on viendra aux questions tout à l'heure. Romain Tamayo, alors vous êtes assistant chargé de projet arrondissement à la ville de Lyon, sur le département, la direction des événements Fête des Lumières et de la musique, donc un titre qui en dit long. Vous êtes diplômé du Master 2 Management et Communication, vous aussi, et promotion 2013. Voilà. Exactement. Ouais, le titre est un peu plus court, parce que comme ma collègue, j'ai été promu, du coup, chargé de projet. Félicitations. L'idée, moi je suis un étudiant de l'IAE, j'ai fait toute ma scolarité, tout mon cursus scolaire à l'IAE, à la fois de façon atypique et à la fois, je pense, de façon... parce que mon parcours remet bien en exergue la diversité et la richesse des types de formations différentes à l'IAE, et c'est ce qui est vraiment super intéressant. Ce que je trouve ici, c'est qu'on a vraiment la chance de pouvoir bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement et aussi de passerelles entre plein de formations. Moi, je suis arrivé sorti d'un bac S, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait une licence en éco-gestion. Au bout d'un an, j'en avais un peu marre des cours d'économie, maths appliquées, etc. Il me fallait un peu plus de concret, donc je suis passé du coup voir Lucie Rich qui m'a appris qu'il y avait une formation qui s'appelait donc le parcours Originov, avec plein de différentes licences, notamment en alternance. Donc j'ai candidaté, j'ai été reçu et j'ai pu du coup faire une licence en alternance 1 semaine sur 2 en management qualité sur 2 ans. Donc c'était assez intéressant parce qu'au bout de 2 ans, voilà, en alternance, on a vraiment l'occasion de rentrer dans le monde professionnel. Ça fait quasiment 1 an d'expérience professionnelle en cumulé. J'ai fait une première expérience dans un média culturel, et une deuxième dans un label de musique, puisque je suis assez porté sur la musique. Au bout de cette licence, je me suis rendu compte que licence en management, c'était assez varié, des apports sur tous les ponts de la gestion, qu'il y en avait un qui me manquait et qui m'intéressait beaucoup, de par mes expériences aussi professionnelles où j'avais pu découvrir cet aspect-là, c'était la communication. Donc encore une fois, j'ai changé du coup de formation au sein de l'IAE et je suis passé en master management et communication. Donc toujours un volet management où là j'étais plus à l'aise, et puis un volet communication où c'était complètement la découverte. Un master très intéressant parce que en termes de recrutement, en tout cas de sélection, il y avait tout un tas de profils différents. Donc je me suis vachement enrichi du profil de mes camarades. Au bout d'1 an, il se trouve que j'étais pas mal aussi investi de façon extrascolaire dans des activités associatives. Tout d'abord à Lyon 3 avec des expériences en asso étudiante. Et puis après, j'ai créé mon
mon asso de valorisation d'une certaine scène musicale lyonnaise en soirée-concert. Et donc faire une musique, je voulais faire une expérience à l'étranger pour développer mon anglais et puis aussi travailler, parce que j'avais fait des liens avec un label de musique. Donc encore une fois, je suis repassé vous voir et donc j'ai pu faire une année de césure. Donc là, c'était pas une année dans le cadre du cursus universitaire, mais vraiment de césure universitaire pour travailler pour un label de musique à Berlin en Allemagne, un peu la mecque des musiques électroniques, donc c'était super sympa comme année et génial, mais pas forcément bien rémunéré. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu être accompagné avec une bourse de mobilité à l'international qui a fait un petit complément du coup de revenus pour que je puisse quand même aller au bout de cette année. Je suis revenu, j'ai fait mon Master 2. Le Master 1 et le Master 2, génial, avec à la fin du Master 1, plus de 2 mois de stage, et à la fin du Master 2, quasiment 3. J'ai eu la chance du coup de rencontrer dans le jury d'un projet tutoré, une création de projet dans le cadre du Master 2, une personne de la ville de Lyon qui m'a dit voilà, j'ai une collègue qui cherche quelqu'un en événementiel à la direction des événements sur la fête des Lumières, fête de la musique. Donc, j'y suis allé, j'ai fait les entretiens, j'ai été sélectionné, ça s'est super bien passé. À la base, j'avais pas forcément l'objectif d'intégrer la fonction publique territoriale. Ça a été une belle découverte puisque le service, la direction où je suis, c'est un petit service. On est 12 personnes. C'est un peu comme une agence d'événementiel pour la ville de Lyon. On s'occupe, notre mission, c'est principalement les événements sur l'espace public, en culture et sport. Et donc moi, je travaille depuis 3 ans sur la fête des Lumières arrondissement. Donc pour la fête des Lumières, c'est un gros événement que quasiment tout le monde connaît. Tout le monde connaît le parcours centre-ville avec les grosses animations monumentales, mais il y a aussi tout un tas d'animations, d'un circuit dans les quartiers, plus modestes, plus intimistes, qui correspond aussi à une dimension plus locale, travailler en participatif avec toutes les forces vives des quartiers. C'est là-dessus que je travaille. Donc c'est un poste assez varié et qui met du coup en exergue tout ce que j'ai pu apprendre à différents moments dans ma scolarité à l'IAE. Donc il y a un côté gestion budgétaire, RH, administrative et dossier de subvention. Je recrute des personnes, j'ai 2 assistants, j'ai une équipe d'une dizaine de techniciens. Par ailleurs, il y a aussi tout le volet communication, puisque je recoupe pas mal d'informations pour les porteurs de projets, pour la direction de la communication avec laquelle je travaille sur l'événement. Et puis aussi un côté suivi de production événementielle que je n'ai pas forcément appris ici, mais que j'ai pu apprendre grâce à mes stages et puis mes expériences associatives. Donc ouais, je ne saurais que vous engager à être ouvert, mais si vous êtes aussi aujourd'hui, c'est bien pour une raison, d'aller aussi profiter d'un maximum de tous les forums, l'association, les partages des anciens, si je peux dire qu'on est anciens. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu de mon expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion aussi, de faire tout un tas d'expériences extrascolaires, à la fois avec les associations qu'il y a présentes dans l'université, parce qu'il y en a beaucoup, ou alors si vous n'y trouvez pas votre compte à l'extérieur. Je vais faire la petite pub Ville de Lyon, mais il y a aussi tout un tas de forums, des associations qui sont ouvertes du coup pour les gens qui souhaitent être bénévoles et découvrir, que ce soit dans la culture ou le sport ou n'importe quoi, du coup des activités. Parce que c'est vachement structurant, ça vous permet aussi, en prenant du plaisir, de vous créer un réseau professionnel. Et moi, je pense pas que j'aurais eu mon poste si j'avais pas eu toutes les expériences que j'ai eues à côté de ma formation. Donc voilà, essayer de maximiser un peu cet effet d'expérience et de passerelle. À la fois en formation et en expérience associative professionnelle, et puis d'être curieux, de garder la foi, d'aller chercher toutes les informations où vous pouvez. Et bon, là c'est un petit aparté, j'ai rencontré votre président juste avant de venir, et il y a peut-être des passerelles pour développer
liens entre l'Université Lyon 3 et la Fête de la musique, Fête des Lumières. Donc si vous êtes musicien ou vous avez un peu des talents d'éclairagiste, de gestion de projet, vous voulez voir des choses événementielles, dans les semaines à venir, il y aura peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, merci à tous pour ces témoignages très riches, très, très variés. On s'aperçoit que nos formations, effectivement, conduisent à des pistes professionnelles et à des fonctions dans différentes organisations, que ce soit des grands groupes internationaux, des TPE, voilà, tout type de société. Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à nos diplômés pour mieux comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, mieux comprendre les opportunités professionnelles qui vous sont offertes à travers vos cursus à l'IAE? Bonjour, moi je suis étudiante à Lyon 3 en marketing et vente en master 1 et en fait j'avais une question par rapport au voyage. Il y en a 3 qui sont partis, 2 parce qu'ils ne savaient pas trop et un peu avec leur sac à dos et un plus dans le cursus scolaire, enfin un peu plus. Et en fait moi j'avais une question parce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, ça devient limite normal d'être parti. Moi je ne suis jamais partie parce que je fais du sport à côté. Et je voulais savoir, en fait, si vraiment ça vous avait servi, et est-ce que pour vous, même si vous êtes parti avec vos sacs à dos, au final, ça vous a vraiment aidé dans votre carrière? Et si vous avez des conseils, si c'était plus partir avec un cursus scolaire ou plutôt voir et rencontrer, faire des stages à l'étranger? Alors, qui veut répondre en premier lieu? Je veux bien en répondre. Allez. Je vais répondre sur une partie. Pour être honnête, je pense que comme mes 2 camarades, je ne savais pas non plus trop ce que je voulais faire. Alors, je ne suis pas parti dans le cadre, on va dire, extrascolaire en disant je pars une année en Australie, mais je n'ai pas envie de dire c'était tout comme, mais c'était structuré dans le sens où il y avait des cours derrière et un accord avec l'IAE, donc ça permettait aussi de continuer à avancer au niveau de la scolarité. Je me suis posé la même question en fait, est-ce que ça m'avait servi? Parce que c'est vrai qu'on entend partout qu'il faut partir. Alors, ceux qui me demandent ou si j'en parle, je dis non, il ne faut pas partir, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que si tu as vraiment l'envie de partir et de voir autre chose de cette manière-là en allant dans un autre pays, pourquoi pas. Mais quand on regarde au niveau professionnel, je sais pas, peut-être dans les équipes dans lesquelles vous êtes, moi dans l'équipe où je suis, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui ne sont pas partis pendant leurs études, après, avant. Ça change pas grand-chose, c'est simplement ce qu'on en tire derrière. C'est-à-dire que si c'est juste pour dire j'ai validé un semestre à l'étranger, c'était super, je suis parti, ça sert pas à grand-chose. Derrière, moi je pense que ça m'a aidé dans le sens où déjà j'ai appris l'anglais. J'ai pu avoir un profil un petit peu plus international et je pense que quand je suis parti au Canada, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi. Donc pour certains parcours, ça va aider, pour d'autres non, mais je pense qu'au final, ce que ça apporte, c'est surtout le fait d'être encore plus adaptable et flexible, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve dans un autre pays, soit pour des études, soit pour travailler. Au départ, on arrive, c'est un peu comme quand on cherche un boulot, on ne sait pas quoi faire, on regarde un peu partout, on a l'impression, entre guillemets, qu'on ne sert pas à grand-chose. Et puis, on se rend compte qu'au final, on arrive à s'adapter, puis on avance. Donc, si tu as d'autres activités sportives ou autres qui te permettent d'avoir cette dimension-là, c'est super. Tu n'as pas forcément besoin de partir. Après, si tu en as envie dans le cadre des études ou autres, je pense que ça peut être... c'est toujours une grosse ouverture d'esprit. Moi, c'est la façon dont je le vois. Je pense que pour Mathieu, c'était beaucoup plus structuré que moi. Moi, je suis vraiment parti avec mon sac à dos et pendant 6 mois à faire le tour de l'Australie. C'était professionnellement, je pense que ça m'a absolument pas servi, quoique, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus sur le côté humain de la chose, à rencontrer des personnes, à rencontrer d'autres cultures, et je pense que ça forge aussi un caractère. Et ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que son poste, il l'aurait peut-être certainement pas eu s'il n'avait pas fait tout ce qu'il avait fait à côté. Et je pense que sur la recherche de travail, c'est pas uniquement les formations et pas uniquement l'expérience professionnelle, mais c'est réellement le savoir-être. Et je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre, les moins bonnes et les meilleures. Et je pense que c'est réellement une plus-value de partir. Après, bien sûr, on fait bien comme on a envie et si on a envie de le faire. J'ai pas mal de potes qui sont pas partis et d'autres qui sont partis et qui sont jamais revenus. Mais ouais, je pense que c'est avant tout une envie de faire ou de ne pas faire.
C'est vrai. Mehdi, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter un petit truc rapide. Tu fais quoi comme sport? Tu fais quoi comme sport? Du handball. Ok, très bien. Alors, je te pose la question, mais on reviendra dessus, je t'expliquerai pourquoi. En fait, si tu veux, pour compléter rapidement, si on te dit de partir, parce qu'il faut partir, une fois de plus, c'est ce que toi tu veux faire. Nous, on a des bons exemples, tu vois, parce qu'on est parti l'un avec le sac à dos sur le dos, l'autre pour un projet professionnel. Alors, celui qui va partir pour un projet professionnel, ben, il va avoir quelque chose à la clé, professionnellement parlant. Celui qui va partir avec son sac à dos, comme nous on a fait, ben, peut-être que professionnellement parlant, tu n'auras pas quelque chose vraiment à la sortie, ou alors tu pourrais être surprise, parce que moi j'ai un pote, il est parti, il m'a rejoint dans l'idée, parce qu'il était au chômage, il faisait rien. Là, il est en Australie, il travaille pour une boîte, il est commercial là-bas, il s'y attendait pas du tout. Donc il peut arriver plein de choses. Tu peux pas prévoir quand tu voyages ce qui va t'arriver là-bas. Après, ce que je voulais dire, un autre exemple, j'ai plein de collègues de l'IAE de l'année dernière qui sont en Australie actuellement parce que je les ai un peu coachés, ils avaient envie de partir, etc. Et j'ai une copine qui fait du sport justement, mais elle fait de la course. Mais bon, c'est pour ça que je te posais la question. Et elle pratique là-bas. Donc tu vois, c'est pas, si c'est une passion, rien ne t'empêche de trouver. Ça peut être pour toi un peu un moyen de te retrouver, tu vois, et de pratiquer ton sport que tu aimes là-bas, où tu veux, dans n'importe quel pays. Mais c'est vrai qu'après, il faut que tu aies aussi une petite idée de ce que tu veux faire quand tu veux partir. Te dire, voilà, est-ce que je pars parce que j'ai envie de me... Moi, je suis parti, j'étais clair avec moi-même, hein, je veux partir 1 an, je veux m'éclater, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de connaissances, des gens que je revois, entre des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Australiens, voilà, que je revois de temps en temps. Mais ça, c'est plus le côté humain justement. Mais ça te construit toi en fait. Parce que finalement, peut-être que si je n'étais pas parti en Australie, eh ben, j'aurais pas eu l'envie, en revenant ici en licence, de construire un projet professionnel, mais à l'étranger. Et c'est ça qui a fait que, parce que je me suis dit, ok, c'est bien, parce que franchement, après la licence, j'étais prêt à repartir, même mon sac à dos sur le dos et tout, mais je me suis dit, mais attends, fais pas l'imbécile, ce coup-ci, fais-le, mais intelligemment, avec un projet professionnel, et pars avec. Après, j'ai été pris, voilà, je travaille chez Apple en Irlande, au sud de l'Irlande, j'ai voyagé dans l'Irlande, etc. Je vais rester là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, histoire de grimper un peu. Après, peut-être que j'irai au Canada parce que c'est un de mes projets futurs. Mais voilà, faut toujours fixe-toi un petit peu un objectif, réfléchis à quel intérêt tu veux que ça ait, quoi. Est-ce que j'ai bien complété et répondu à l'ensemble de tes questions? Juste, si je pars, c'est pas moi mon sport, c'est juste que j'ai fait du sport avant et voilà, et que ça m'a empêché de partir justement alors que je voulais partir. Et c'était plus, si je pars déjà, c'est pour mon niveau d'anglais plus qu'autre chose. Exactement. Mais savoir, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent au final, moi en anglais je suis nulle, on peut pas dire pire, et du coup ils me disent que il faut pas forcément partir pour trouver un poste, mais on nous dit un peu les opposés, du coup, au final, on ne sait plus trop quoi penser. Alors, je ne veux pas être méchant, on est beaucoup de Français à être nuls en français, en anglais. Je suis désolé. Et là-dessus, on ne fait pas d'effort. Mais une chose, avant d'aller à l'école, tu ne savais pas écrire, tu ne savais pas lire. Après, c'est parce que tu es allé à l'école que tu as su le faire. Et pour parler anglais, c'est parce que tu aimes ce que tu fais en cours, que peut-être tu parleras peut-être mieux que tes camarades parce qu'eux, ils n'aiment pas. Et si tu pars à l'étranger et que tu parles en anglais après, c'est parce que tu auras eu envie de le faire et que tu auras tout mis en place pour parler anglais, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai plein de potes qui débarquent à Cork, ils ne parlent pas un mot. Hein, ça veut dire... Embauchés? Ils sont embauchés? Et ils ne parlent pas français? Non, alors... anglais? J'ai pas mal de potes qui sont... L'avantage aussi que vous avez, c'est que vous êtes encore dans le cursus... pas scolaire, mais vous êtes étudiant. Et vous avez possibilité d'avoir des partenariats avec des universités à l'étranger aussi. Ça, c'est pas une éventualité à exclure. Moi, j'ai des copines, des copains qui sont de Paris, qui sont de Lyon et qui sont à UCC, qui est une université à Cork, où ils apprennent à parler anglais et puis ils font, par exemple, un master en marketing à Cork. Pourquoi ? Parce qu'ils apprennent à parler anglais et c'est adapté pour eux et en même temps, ils font ce qu'ils aiment. Ils font leurs études qu'ils aiment. Après, il faut savoir une chose, c'est sur ton CV.
sur ton CV, le recruteur, il va pas regarder tes diplômes. Il va essayer d'apprendre à te connaître à travers le CV. Et si tu apportes une valeur ajoutée parce que tu parles anglais et que tu es ouvert d'esprit et que tu as eu envie d'aller découvrir un peu le monde et rapporter des choses pour te construire toi, parce que ça reste, hein. Je te promets, hein, tu pars, tu reviens, fais-le, tu verras. Et c'est ça qui sera sur ton CV, et ce sera peut-être pour ça qu'ils te prendront. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce volet professionnel. C'est vrai que moi, je partage complètement le point de vue de nos témoins sur il faut faire ce que vous avez envie de faire, il ne faut pas le subir, il faut le vivre comme une expérience positive et constructive, quelle qu'en soit la manière, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre d'un départ sac à dos, dans le cadre d'un échange, profitez des échanges. Vous êtes à l'IAE, vous pouvez partir à l'étranger dans des contextes encadrés, en validant des diplômes pour des coûts qui sont dérisoire, donc franchement profitez, ça c'est le conseil de la maman que je suis, et également de la responsable emploi carrière, parce que ce qui est certain, c'est que d'un point de vue du recruteur, aujourd'hui vous êtes très nombreux à partir, très très nombreux. Et ce qui, il y a 10 ans, était un vrai plus d'être parti à l'étranger, aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé à l'étranger. Donc, faites-le, comme vous l'avez dit, intelligemment, partez intelligemment à l'étranger, mais essayez autant que possible de capitaliser sur vos expériences professionnelles, quelles qu'elles soient pour le coup. Quelle qu'elle soit. Si vous êtes dans votre projet, c'est idéal, mais c'est pas facile, tant qu'on est encore étudiant. Mais que vous soyez serveur dans un bar, ou que vous soyez chez Boone à vendre des glaces en Espagne, ou que vous soyez... Peu importe, du moment que vous êtes confronté à un environnement étranger, à un environnement multiculturel différent, ça, vous saurez le valoriser aux yeux du recruteur. Voilà, ça, c'est juste le conseil que je peux vous donner. Et juste rapidement, vous découvririez peut-être des qualités en vous que vous n'auriez jamais pu penser et qui vous serviront quand vous reviendrez pour votre projet professionnel. Voilà. Alors, une autre question. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire en quoi vous êtes étudiant. Oui, bonjour. Je suis également étudiante comme ma collègue en M1 Marketing et Vente, mes camarades aussi. Et en ce moment, on se pose beaucoup la question de notre choix d'orientation pour le Master 2. Et il y en a notamment beaucoup d'entre nous qui hésitent entre une orientation B2B ou une orientation B2C. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais voilà, je voulais essayer de voir vos points de vue sur, on va dire, les opportunités dans ces deux secteurs et vers lesquels vous nous conseillez de nous orienter en fait, pour l'année prochaine éventuellement. Merci. Élodie, vous avez fait le Master B2B. C'est vrai que moi j'ai fait le Master Marketing et Vente B2B. Donc dans l'idée justement de me démarquer un peu plus des autres, parce que c'est vrai qu'on était 18 dans ma promo, comparé à tous les masters qu'on connaît en marketing qui sont plus axés grande consommation, etc. Donc c'est vrai que c'est un critère de différenciation en fait. Après, à l'heure actuelle, sur le marché, je voulais pas faire de B2C. Et en fait, je suis quand même obligée d'en faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, au niveau du groupe Permobile, on communique auprès de 3 cibles. Donc, on a tout ce qui est équipe médicale, tout ce qui est revendeur médical, mais on a aussi nos utilisateurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de jongler un peu sur les 2 tableaux. Et je pense qu'en fait, au final... tu me rejoindras aussi là-dessus, c'est que pareil, toi, dans ton boulot, tu fais les 2. Après, en termes d'opportunités de carrière, c'est vrai que je ne me suis pas spécialement posé la question, mais du moins, on est un peu moins sur le marché. C'est ce que je dirais. En B2B, moins sur le marché. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le marketing et vente de produits de grande consommation ou... Je crois que ce qu'il faut peut-être considérer, c'est de se dire que la spécialité de M2 telle qu'on vous la propose, de toute façon, il ne faut pas oublier que c'est un master marketing et vente, à la base. Vous avez une spécialité qui va teinter
les savoirs qui vont vous être enseignés. Alors effectivement, en B2B, vous allez peut-être beaucoup plus travailler sur la négociation, sur la gestion des grands comptes, sur voilà. Et inversement, en B2C, on va peut-être avoir une approche beaucoup plus voilà, client particulier, ce qui est logique. Quoi qu'il en soit, rien n'est gravé dans le marbre. On le voit aujourd'hui à travers les postes qu'occupent nos lauréats. Je crois qu'il faut aussi réfléchir, encore une fois, à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous plairait, et prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre, je crois, dans ces formations polyvalentes. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. J'ai pas fait de marketing, mais plutôt sur la partie B2B et B2C. C'est vrai que à première vue, on a plus. Je repense à ma vision d'étudiant. On connaît les entreprises auxquelles on est confronté au quotidien. Et du coup, la partie B2B, on la connaît beaucoup moins parce que c'est des entreprises qui communiquent pas auprès de nous. Mais c'est, je pense, des entreprises qui ont énormément de potentiel en termes d'emploi. Après, je ne sais pas au niveau du marketing précisément si c'est plus le B2C ou le B2B, mais en tous les cas, je pense qu'il y a un gros vivier d'emploi dans des entreprises, alors que ce soit des groupes internationaux ou des PME. Enfin, quand on regarde les noms ici, généralement, on connaît pas la moitié de ces entreprises-là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, un potentiel par rapport à ça. Et simplement pour rebondir sur le fait que même si vous faites un choix d'orientation sur un M2 B2B ou B2C, derrière, il y a quand même une possibilité de dire voilà, j'ai fait ce master-là, mais j'ai une opportunité dans tel domaine. Vous pourrez sans doute rebondir dessus. Alors après, c'est vrai que pendant l'entretien, il ne faudra peut-être pas passer une demi-heure à parler de B2B si c'est orienté B2C. Mais moi, j'ai l'exemple concret où j'ai travaillé quand j'étais chez HP sur des grands comptes pendant 3 ans. Et le poste sur lequel je suis chez Cegid, on est sur des TPE, PME. Et en fait, le profil est totalement différent, mais au final, l'expérience d'ingénieur commercial et de relations clients, elle est quasiment la même, on va dire. Donc il faut réussir à dire, ok, j'ai tiré ça de mon expérience, mais au final, bon oui, j'ai fait des grands comptes, j'en parle pendant 1 minute, et après, je passe à autre chose. Et je pense que dans le choix du master, c'est sans doute ça aussi qu'il faut, sur quoi il faut penser. Merci beaucoup. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce volet-là, dans la mesure où vente et management commercial est plutôt transversal pour le coup et forme à tout type de vente? Oui, moi je pense que pour rejoindre ce qu'on vient de dire, je pense que le potentiel est plus important en B2B qu'en B2C. Alors après, bien sûr, ça dépend aussi des postes que vous allez occuper. Sur la partie commerciale, je pense qu'il est plus facile d'être en B2B qu'en B2C. C'est vrai que la B2C reste une clientèle très difficile à contacter le soir. Alors moi je parle en tant que commercial. Après c'est vrai que si on parle de marketing, peut-être que la vision est différente. Mais le challenge est totalement différent. Je pense aussi que, comme vient de dire Mathieu, c'est vrai que bon, aujourd'hui vous connaissez uniquement des entreprises B2C, hein, vous êtes approché uniquement par du B2C, mais aujourd'hui donc le marché se fait principalement et essentiellement, notamment sur la partie internationale, en B2B. Voilà, donc je pense que le vivier est plus important. Oui. Oui, du coup, moi je suis pas expert en marketing, mais j'en ai fait un petit peu quand même à l'IAE. On m'a appris de bonnes choses. Et c'est vrai que du coup, via la petite rustine, on travaille et avec le grand public et avec les professionnels. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je pense que c'est beaucoup le savoir-être qui joue beaucoup dans la négo. Bien sûr qu'il y a des choses à apprendre, il y a des éléments à prendre en compte, mais je pense que c'est surtout le biais d'une rencontre, et notamment, pour la petite rustine par exemple, c'est extrêmement difficile de vendre à des entreprises la mobilité, parce que ça ne touche pas leur cœur principal d'activité, et c'est sur le bien-être des salariés. Mais c'est vrai que c'est une rencontre, c'est l'explication de finalement ce qu'on fait, et que ça soit du B2C ou du B2B, il y a une petite différence certes, mais c'est finalement le savoir-être qui prime beaucoup, en tout cas dans la petite expérience que j'ai depuis 2 ans sur ces questions-là. C'est vrai. Renseignez-vous, rencontrez des étudiants de ces 2 programmes si vous avez encore des interrogations. Renseignez-vous aussi auprès du service des stages, parce que nous, on pourra vous mettre en relation avec les entreprises qui recrutent les 2 profils. Elles vous expliqueront la différence. Prenez un maximum d'informations, collectez les informations pour affiner votre projet. Une autre question ?
Bonjour, donc moi je suis en licence 3 AES et en fait pour revenir sur le fait de partir ou pas partir, franchement j'ai pas du tout envie de partir parce que moi c'est plus une raison familiale, j'ai pas envie de partir, mais je me dis qu'au bout d'un moment, parce que je veux m'orienter en marketing, obligé je vais être bloquée pour le niveau d'anglais. Non, c'est pas parce que vous disiez que vous étiez toujours en train de parler anglais, de jongler, donc... Élodie ? Je me permets de réagir en fait parce que j'ai l'impression de me revoir il y a 3 ans en arrière. Et justement, en fait, la question de partir, pas partir, moi, sur le coup, l'anglais, j'étais totalement réfractaire. Partir, j'étais très bien en France, donc j'y reste. Et puis, au final, quand j'ai postulé pour le groupe Permobile, je suis arrivée en entretien, je ne savais pas du tout qu'il fallait parler anglais. Et là, ils m'ont dit « Est-ce que vous parlez anglais ?» Alors là, j'ai commencé à me déconfier un petit peu. Et puis au final, t'apprends. Je me suis mis une petite claque et je me suis dit « Bon, allez ». Ça a commencé tout doucement, en fait, avec quelques échanges par mail avec mes 2 collègues de la Hollande. Et puis après, en fait, ça augmente, ça augmente. Et puis après, c'est toujours pareil. Du moment que tu montres que tu es motivé, que tu arrives à te justifier, en fait, enfin justifier, je sais pas si c'est le bon mot, mais du moins moi j'ai réussi à montrer que même si j'étais pas partie à l'étranger, j'avais quand même beaucoup d'ouverture d'esprit parce que je faisais pas mal d'activités en dehors de mes études, j'avais un emploi pour payer mes études, avec toute la panoplie d'activités qui allait avec. Donc déjà tu arrives à avoir un argument là-dessus, et puis après l'entreprise elle voit que tu es aussi intéressé. Moi c'était une création de poste, donc techniquement ils avaient tout à prendre. Tout intérêt à prendre une personne qui était compétente, qui avait tout le bagage pour commencer. Finalement, j'étais une sortie d'études, je parlais pas très bien l'anglais. Et là, par contre, ce qui a été plus dur, c'était de suivre les cours d'anglais le soir, après la journée de boulot. Mais je l'ai fait parce qu'au final, je me suis aperçue que c'était ça qui me plaisait. Et aujourd'hui, je m'aperçois que j'irai pas travailler dans une société qui travaille uniquement pour la France et en France. Mais c'est pas spécialement un handicap, il faut juste réussir à se défendre un peu et montrer qu'on a de l'intérêt et qu'on a du potentiel. D'accord, merci. Mais désolée, je continue. Mais après, je sais même pas comment. Attendez. Non, je sais pas. Bref. Alors, je vais juste préciser un point. Pardon. Allez-y. Je voulais dire. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais simplement sur le fait d'être bloquant ou non, je pense que la réponse, c'est ça peut être bloquant pour certains boulots. C'est ce que je voulais dire. Certains postes, et pour d'autres, pas du tout. Moi, je vois sur le premier poste que j'ai eu, le fait d'être bilingue anglais-français, c'était la raison pour laquelle j'ai eu le poste. Après, dans d'autres, comme le poste que j'ai actuellement, en fait, on m'a dit est-ce que tu parles anglais ? Oui, super. Voilà. Donc, en gros... si, c'est toujours, surtout dans des entreprises, par exemple de la taille de Cégide où il y a 2500 salariés, ils aiment toujours bien avoir des gens qui peuvent potentiellement travailler à l'étranger, ou à l'international. Mais au final, je ne parle pas anglais au quotidien, alors que dans mon précédent job, je faisais que ça. Alors, ça peut être bloquant sur certains postes, mais c'est peut-être pour certains juste 2 ou 3% du travail où on va te demander automatiquement est-ce que tu parles anglais ? Et puis, si tu réponds oui, je me débrouille, ça passera, quoi. Sans trop que... après, c'est sûr que si c'est une activité internationale, là, ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Ouais, mais maintenant, même avec la fac, il faut quand on veut partir avec la fac, il faut passer des tests, faut déjà avoir un bon niveau d'anglais. Et moi, je sais que déjà, les tests, je les passerai pas. Donc, je me dis, je vais partir avec mon sac à dos, quoi. Et ça, c'est un truc que je peux pas. Pourquoi tu les passerais pas ? Je peux les passer, mais je sais que c'est foutu, je serai pas prise. Ah oui, sans le savoir, vous parlez anglais. Hein. Il est catastrophique. Essaye. Oui. Si tu essayes et que tu prends, par exemple, tu réserves 2 soirs dans la semaine pour faire des cours du soir et après essayer de passer le test, au moins tu auras essayé. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et tu sais comment j'ai eu ma licence, moi ? Je bossais tous les soirs 19h à minuit. Je fermais le garage et après je bossais. Pour bosser sur mon mémoire. J'étais tout seul, mais je me suis démerdé. J'ai essayé. Je l'ai eu. Essaye. C'est pas si facile que ça, je sais. Mais juste pour rapidement, il y a des gens qui... La dernière fois, on avait fait une conférence sur le travail international. Il y a des gens, ils sont en France, hein, ils sont pas internationaux. Ils sont en France, mais ils travaillent avec l'international. Et pour des personnes comme ça, c'est peut-être des personnes qui sont pas spécialement parties, pour le coup,
Mais effectivement, ici en France, tu peux aussi prendre des cours du soir pour améliorer ton anglais. Vous êtes à Lyon. Je suppose que ça te dérange pas de sortir un ou deux soirs de temps en temps. Du coup, tu peux sortir avec des étudiants d'ici à des soirées Erasmus. Ça te permet de pratiquer. C'est là que j'ai commencé à prendre goût à parler anglais, à l'étranger et tout ça, tu vois. Et ouais, je pense que c'est faisable. C'est faisable. Après, t'es guidé en plus ici. Voilà, si tu vas voir Lucie, lui dire ouais, voilà, je veux un peu mieux parler anglais. C'est pas, tu ne demandes pas la mer à boire. Donc du coup, elle pourra peut-être te guider, te dire bon bah voilà, il y a des organismes qui s'occupent de ça, etc. Et puis tu as des entreprises comme par exemple quand moi j'ai été recruté, je te cache pas, ça faisait 1 an que je parlais plus anglais. À la fin, la recruteuse, elle m'a dit, elle était française, je le savais pas. Elle m'a dit bon bah on va finir en français. Et voilà, j'ai quand même été pris. Il y a des entreprises en fait qui demandent un certain niveau d'anglais, à un certain niveau, parce qu'ils veulent être sûrs que si jamais il y a besoin, tu aies une certaine connaissance en anglais. Mais personnellement, moi quand je suis arrivé, j'écris sur un logiciel de GRC. Tout ce que j'écris c'est en anglais. J'ai grave amélioré mon anglais là-bas, en Irlande, alors que j'étais parti déjà 1 an en Australie. Voilà. Mais si tu veux, tout est possible, franchement. Si tu veux rester en France et apprendre l'anglais en France, c'est aussi possible. Entoure-toi de gens qui parlent anglais, ici. Prends des cours le soir. C'est faisable, ouais. Et ton test, tu l'auras. Merci. Et après, pour l'anglais, tu as aussi quelque chose qui est tout con, mais les séries que tu suis. Je suis sûre qu'il y a une série américaine que tu suis et que chez toi, tu es passionné. Et t'as pas l'idée en fait de la regarder en anglais. Et tu la mets en anglais sous-titré et ça va déjà beaucoup t'aider. Sous-titré en anglais. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est un bon moyen. Hein. Ça vous permet de passer du temps agréable. Je reviens simplement sur la notion de ciblage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que l'anglais est incontournable, indispensable. C'est vrai que c'est un vrai plus. En même temps, si vous n'avez pas cette compétence, puisque là on parle de compétence, il faudra orienter votre ciblage sur une entreprise qui n'a pas besoin de cette compétence. Encore une fois, affiner votre projet. Une autre question. Oui. Bonjour, je suis en licence sciences de gestion. Je vois que vous êtes à la fois issu d'alternance et de formation initiale. Et pour l'an prochain, j'hésite entre faire 2 ans de marketing et vente en formation initiale et faire 1 année de césure au milieu, ou faire 2 ans d'alternance. Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Bonjour. Écoute, moi, c'est vrai que le début de ma formation, je l'ai fait en initiale. Comme toi, j'hésitais aussi. Je trouvais se concentrer vraiment sur les études, c'était important. Et on parlait tout à l'heure de compétences. Je trouve que l'alternance apprend beaucoup. Ça apprend, si tu veux, tu mûris vraiment à travers les expériences que tu peux commencer à avoir en entreprise. La formation théorique que tu as en cours devient beaucoup plus concrète lorsque tu es en entreprise. Et tu as vraiment, je pense, une autre maturité. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une autre école de commerce avant et on voyait vraiment la différence entre les formations initiale où ils venaient juste pour les cours et passaient leur temps au pub, et la formation on va dire alternance, où on avait quelque part, c'était pas un stress, mais c'était une gestion du temps qu'on devait avoir entre la partie cours, et dès qu'on n'était plus en cours, on rebossait éventuellement sur nos relances clients si on en avait. Enfin voilà, on devenait adulte. Et je pense que, comme on disait, il y a la partie anglais, mais aussi la partie connaissance, la partie on va dire savoir-être et savoir-vivre qu'on apprend, je veux dire, à travers l'alternance, qui est vraiment essentiel, je pense. Un autre témoignage ? J'ai absolument aucune idée du pourcentage que tu utilises pendant les 40 prochaines années de ta vie sur ce que finalement tu as appris en cours. Et je pense que l'alternance, c'est vraiment un bon tremplin entre... j'ai quelques potes qui se sont retrouvés, qui avaient fait justement un cursus initial lambda, et qui se sont retrouvés complètement perdus en entreprise, parce que c'est vrai que le changement entre les deux mondes est assez différent, et selon aussi le poste que tu vas avoir. Et je pense que réellement l'alternance, en tout cas moi ça m'a énormément aidé,
pas forcément sur les outils à mettre en place, etc., mais vraiment sur comprendre comment marche une entreprise et quelles sont les relations entre chacun et essayer d'appréhender au mieux finalement qu'est-ce que va être l'expérience que tu vas avoir pendant les 40 prochaines années. D'accord. Et pour l'alternance que vous avez faite, est-ce que vous avez eu de l'aide de la part de l'IA pour trouver une entreprise ou c'était par contact Écoute, moi, l'alternance que j'ai effectuée, je l'ai eu. Enfin, j'ai eu la chance de trouver moi-même mon alternance. Après, c'est vrai que le service carrière entreprise est tout à fait à même et a donc toute une liste d'entreprises qui peuvent justement correspondre à vos besoins. Voilà. Enfin, moi, je l'ai trouvé par moi-même et encore une fois, vous pouvez tout à fait trouver des très bons conseils au service carrière entreprise. D'accord, merci. Je reviens une seconde du coup sur ton doute. Si tu te poses la question, c'est peut-être que tu attends aussi autre chose, d'aller voir du concret. Tu peux faire les deux. Moi, j'ai fait de l'alternance et une année de césure. Ça dépend de jusqu'où tu veux aller, des rencontres aussi, et peut-être de ton projet professionnel par ailleurs, quoi. Moi, je voudrais juste ajouter qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvaise, de bonne ou de mauvaise formation initiale ou alternance. Simplement, encore une fois, on évoque cette notion de savoir-être parce que ce ne sont pas les mêmes profils d'étudiants. Donc ça, il faut vous interroger et venir nous interroger pour savoir quels sont les profils des étudiants filière initiale et quels sont les profils des étudiants filière en apprentissage. Ce ne sont pas les mêmes approches pédagogiques et ce ne sont pas effectivement la même manière de transposer le savoir en compétences. Donc ça, on peut vous accompagner là-dessus. Et je rappelle qu'on a la possibilité, si vous le souhaitez, de vous faire découvrir les formations en alternance, à la fois à travers des cours que vous pouvez découvrir si ça vous intéresse, et on a aussi imaginé un vie-ma-vie d'apprenti, un vie-ma-vie d'alternant, que vous ayez l'opportunité d'accompagner un étudiant en alternance pendant une journée de travail. Donc sachez que c'est une opportunité, ça vous permet aussi de voir ce que c'est concrètement que ces formations en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et pour ton année de césure, tu y as déjà un peu réfléchi ou c'est pour l'instant juste une idée que tu as comme ça c'est juste une idée. Quand vous dites réfléchi, c'est pas... Non, bah, simplement savoir si tu veux partir simplement pour voyager, pour travailler, enfin quel est le... Moi, je suis déjà parti 1 an juste pour voyager, donc ce serait plutôt pour faire un stage ou travailler. Une autre question ? Oui ? Bonjour, je suis en 3e année de licence 3 AES et vu qu'on parlait... Pardon Myriam, je regardais ici, j'attendais le micro. Allez-y Myriam. Allez-y. Et du coup, vu qu'on parlait de l'alternance, je voulais savoir justement pour ceux qui ont eu de l'expérience en alternance, si c'était pas trop dur la gestion du temps entre les cours et l'entreprise. Écoute, donc pour ce qui est du rythme, je pense que tu dois savoir, donc le rythme est des 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Non, on va dire la transition se fait assez facilement. Alors bien sûr qu'il faut s'organiser, notamment bien sûr en entreprise, parce que quand tu gères des dossiers, il faut pouvoir les donner à tes collègues quand tu n'es pas là. Après, il faut bien sûr trouver du temps quand tu es en entreprise pour bosser tes cours si tu as des examens. Mais voilà, après c'est clairement une question d'organisation et je me répète, ça te permet aussi de commencer à te fixer des règles et ça te permet aussi de grandir, ça te permet d'avoir ces notions d'entreprise, d'école et l'organisation se fait très bien au fur et à mesure. Jonathan, Mehdi ? Je pense pouvoir te répondre parce que on va dire que j'ai grandi professionnellement avec l'alternance. Vu que j'ai attaqué, je venais juste d'avoir 16 ans, quoi. Donc j'ai fait l'alternance du CAP jusqu'à la licence sans m'arrêter. Enfin, j'ai eu 1 an en Australie, mais sinon sans m'arrêter. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on t'en demande en entreprise et on t'en demande à l'école. Mais c'est vrai qu'après, souvent, l'école s'est adaptée par rapport au fait qu'ils ont conscience que tu travailles à côté et ton entreprise, normalement, a conscience du fait que tu es encore étudiant ou stagiaire, enfin étudiant, pas être considéré comme stagiaire en apprentissage. Et voilà, quoi. Normalement, ça marche, quoi. Moi, franchement, ça m'a appris à être organisé, à gérer 2 choses à la fois. Ça te permet d'apprendre à gérer ta vie privée, et ton boulot, ton école, tout ça. Tu grandis en même temps.
parce que, comment dire, enfin voilà quoi, tu commences à avoir des responsabilités, c'est super quoi. Et puis ça te permet au niveau de gestion du temps, moi je trouve que c'est pas la mer à boire quoi. Franchement, ça se fait, hein. Ça se fait tranquille. Hein. Voilà. Ouais, moi, la grosse différence que j'ai eue pendant toutes ces années, c'était surtout le jeudi soir, où il y avait les potes qui sortaient et moi, du coup, je travaillais. Mais non, là, je pense que c'est très, très important. Et la petite chose qui fait la différence, je trouve, c'est notamment le mémoire en fin d'année. C'est qu'on se retrouve pas mal d'étudiants à finalement faire les choses au dernier moment. Et au fur et à mesure des années en alternance, en fait, tu comprends, tu apprends ce que c'est l'organisation et l'anticipation. Et ce qui est, à mon avis, absolument primordial, justement, quand tu seras en poste et que tu auras un job. Okay. Donc, mademoiselle, vous aviez une question. Devant. Merci. Bonjour, donc moi je suis étudiante en master 1 marketing et vente et j'aurais une question par rapport donc, au métier de chargée de marketing. J'ai vraiment l'impression que c'est plus de la communication, enfin des missions vraiment liées à la com qu'au marketing proprement dit. Donc est-ce que c'est spécifique à ton métier ou c'est vraiment, voilà, ça tend à disparaître le métier dans le domaine du marketing, ouais, le marketeur pur et dur. Alors le panel est très représentatif de la communication là, hein. Attention, relativisons. Je dirais oui et non. En fait, si tu veux, bon, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que aussi je suis toute seule, donc c'est pas assez segmenté. Mais déjà, la frontière entre marketing, communication, c'est un peu tout mixé. Et en même temps, entre marketing commercial, des fois, c'est un peu pareil. Je ne vais pas mettre à dos mes collègues commerciaux. Hein. Mais après, non, c'est vrai que j'ai peut-être présenté toute la partie... plus communication parce que c'est la plus visible. Après, là par exemple, je reviens d'une tournée d'1 mois pour la promotion de notre nouveau lancement, enfin notre nouveau produit, donc pour le lancement. Donc en fait, il a fallu aussi, ouais, tout dépend, je dirais, de la structure dans laquelle tu es. Si c'est un grand groupe où c'est vachement segmenté, en fait, tu auras plus la possibilité de t'axer vraiment marketing ou plus communication. Après, si tu es dans une structure qui est un peu plus petite, je dirais, ça ne change pas l'envergure internationale ou pas, mais du moins dans l'organisation pure du service, où là, tu vas faire un peu de tout. Et là, du coup, tu auras vraiment de tout. Mais non, je ne fais pas que de la communication. C'est vrai que j'ai un peu présenté la partie communication, mais tu as quand même pas mal de choses derrière. Après, il faut juste voir dans quelle structure tu vas ou te diriger ou pas. Bonjour, Mehdi, je suis étudiant en licence 3 sciences de gestion et je voudrais savoir quelle est réellement la frontière entre le master marketing des services et communication et le master B2B, parce que par exemple moi j'ai envie de travailler dans les boîtes high-tech, donc Cegid ou Apple, etc. Et par exemple Cegid c'est du service, Apple c'est du produit, en B2C mais aussi en B2B. Et donc après voilà, je voudrais savoir quel master, enfin de quoi se composent justement ces masters, quelle est réellement la différence entre les deux? Alors, on a un B2B, un marketing et communication des services. Après, c'est difficile de pouvoir comparer, parce que pour le coup, oui, vous ne connaissez pas d'autres. Bah, donnez-nous les grands champs disciplinaires voilà, de cette spécialité, et puis on fera la même chose avec les autres spécialités. Oui, alors il faut que j'arrive à m'en souvenir, en fait. Marketing et communication des services, c'est vrai qu'on était très axé services. Par exemple, sur le mix marketing, on connaît les 5P. Dans les services, il y en a 7. On rajoute les clients et je ne me rappelle plus. Après, je dirais que le marketing et communication des services, on le voit à la fois B2B et B2C. Donc, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait marketing et communication des services qu'on postule ou qu'on travaille que dans les services. Moi, j'ai postulé dans de la grande consommation, enfin dans des... voilà, c'est vraiment, je pense que c'est plus un point de départ.
Après, si vous avez une envie d'être vraiment dans le B2B, bah, autant aller directement dans le B2B. Si vous avez un doute ou que... Voilà. Après, c'est pas parce qu'on a fait B2B qu'on est toute sa vie dans le B2B non plus. Mais voilà, c'est... Comparer les deux, je pense que c'est difficile parce qu'on en a vécu qu'un. Voilà. Moi, j'ai fait marketing et communication des services, mais j'ai travaillé à la fois en B2B et en B2C. Donc, je viens juste rajouter et renforcer ce que dit ma camarade, qui est de dire que c'est pas parce qu'on fait soit l'un soit l'autre qu'on sera forcément enfermé soit en B2B, soit en B2C. Donc, mais peut-être plus B2B quand même. Peut-être plus. Plus de voix B2B quand même. Élodie ? Pareil, je ne vais pas faire le comparatif entre les deux parce que je ne connais pas le master communication des services. Juste en fait, pour donner un aperçu, en B2B, on voyait vraiment tout ce qui était négociation. On avait 2 intervenants en fait, qui travaillaient chez IBM qui ont vraiment axé les cours sur tout ce qui était négociation, fidélisation des grands comptes. Après, on a fait quoi ? On a fait des dossiers d'études et conseils en marketing. Donc, notamment, on avait travaillé aussi sur une partie de conseils sur le positionnement de l'IAE dans les années à venir. Donc, en fait, c'est vraiment axé sur aussi tout ce qui va être réponse à appel d'offres. Donc, c'est vrai que ça, tu vas peut-être pas en avoir en B2C. Par contre, tu vas vraiment le développer dans le master marketing et vente B2B. Donc, après, je sais pas ce que tu comptes faire après. Mais le contenu des cours peut peut-être t'aider en fait. D'accord, après moi c'est vrai que j'avais plus dans l'optique de travailler comme je l'ai dit dans une boîte high-tech ou informatique, donc de type Apple, CGI, de Microsoft, des entreprises comme ça. Et donc j'hésitais vraiment entre, parce que ça reste du service mais c'est aussi en B2B et moi c'est plus le B2B justement qui m'intéresse et j'arrivais pas réellement à faire la frontière entre les deux. Et pareil, les responsables pédagogiques m'avaient dit que bon, le B2B c'était plus axé vraiment tout ce qui est industriel. Donc moi je pensais métallurgie, automobile, etc. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas vraiment à faire la différence. Ça c'est plutôt à Bourg qu'il est teinté très industrie, mais du fait du bassin territorial local. Sur Lyon, B2B, c'est très très large, très très large. Dans marketing et communication des services, il y a une notion de communication quand même qui est plus importante qu'on n'a pas forcément en B2B. Et effectivement, l'accent est peut-être plus mis, comme on le disait tout à l'heure, sur la négo, sur la vente à proprement parler, vente complexe ou vente à l'entreprise. Mais c'est pas parce que vous faites le marketing et vente de produits de grande consommation que vous ne serez pas un bon négociateur et que vous ne serez pas simplement, effectivement, la dimension grand compte sera moins présente puisqu'on est sur du particulier ou du produit de grande conso. Mais on est aussi dans du B2B quand on est chef de secteur dans une société qui est spécialisée en produits de grande consommation. Donc la différence est ténue. J'ai juste un petit exemple à te donner. Moi je travaille donc chez Apple, c'est le siège européen, donc on est quand même nombreux, on est 3500. Il y en a qui vont travailler par exemple là-bas comme ce qu'a fait notre Jonathan pour travailler pour ton bien-être, ton confort en entreprise. Moi ce que je fais personnellement c'est du service client en B2C. Je ne gère pas de professionnels puisqu'il y a une branche qui est dédiée à ça en service client, en département Apple Care, où justement on fait que le service client. Donc il y a les B2C, les B2B. Et après, plus haut en sales, il y a ceux qui font la vente B2B et ceux qui font la vente B2C. Et c'est pas parce que moi, je suis rentré en tant que plutôt axé B2C, enfin tu vois mon CV, moi j'avais marqué B2C partout, enfin voilà, mais ça veut pas dire que plus tard je peux pas passer donc en sales en B2C puis après finir en B2B, tu vois. Dans des grosses boîtes comme ça, t'as plein de chemins en fait, et puis c'est tout prévu pour en fait, si tu as envie de plus tard changer parce que tu as une certaine préférence pour après démarcher les entreprises plutôt que les clients eux-mêmes, c'est tout à fait possible en fait, voilà. Donc après c'est pas parce que tu pars dans un sens que tu peux pas aller dans l'autre sens après. Ce qui compte c'est de construire la base correctement quoi. Tu vas pas faire fleuriste et puis après vouloir faire commercial B2B. Si tu fais déjà commercial B2C, tu as une certaine expérience, que tu maîtrises bien la chose, après que tu pourras peut-être présenter ton projet à une autre entreprise en B2B et leur dire voilà, non je me sens prêt de faire ça pour vous, voilà. Merci. Une dernière question ? Oui.
Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis un Master 1 Marketing et Vente et j'aurais peut-être une question qui va plus s'adresser aux deux ingénieurs commerciaux qui sont ici. Donc mon projet professionnel s'oriente vers l'aspect commercial et donc je suis intéressé par le Master Vente et Management Commercial en alternance. Et j'aimerais savoir en fait, donc je suis arrivé un peu en retard, pendant votre mission d'alternance, vous avez fait une mission en tant que commercial ou vous aviez déjà des responsabilités en tant qu'ingénieur commercial ou pas? Donc, en l'occurrence, lors de mon Master 2 Vente et Management Commercial, je l'effectue donc chez Adecco maintenant, anciennement Adia. Donc j'étais, en deux mots, j'étais sur la partie formation auprès des collectivités. Donc je vendais des services de formation, type prise de parole ou bureautique ou autre, auprès des élus, type maire ou conseillers régionaux et autres. Donc pour répondre à ta question, dans un premier temps, oui, j'avais une grosse partie commerciale, donc c'est-à-dire que je démarchais ces collectivités à travers le téléphone, donc je faisais du téléphone donc avec page jaune, classique. Une fois que j'avais pris des rendez-vous, donc j'allais en rendez-vous sur place au sein des collectivités. Et après, j'avais une notion plus entre guillemets de management, je ne sais pas si on peut appeler ça management, mais donc en fait, on avait des intervenants extérieurs qui n'étaient pas salariés. Donc je recevais, une fois que j'avais bien identifié les besoins de formation de la collectivité, je faisais appel à un certain nombre de consultants que je recevais. Je sélectionnais donc des CV, je sélectionnais les personnes pour les placer. Je suivais donc la partie analyse et c'est moi qui décidais ou non si je devais retravailler avec ces personnes-là. Donc ça a été très intéressant parce que j'avais à la fois ce volet commercial, ce volet, si on peut l'appeler comme ça, de management, de sélectionner et de poursuivre ou pas avec ces personnes. Et puis bien sûr cet aspect contact avec les collectivités, chose que je n'avais pas jusqu'à présent. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. D'accord. De mon côté, j'avais fait un master en management international et une année à l'étranger. Je ne sais pas si tu avais vu. Et tous les stages que j'ai faits, puisque j'ai fait 2 années également en alternance, enfin, en tous les cas où on avait une semaine de cours, une semaine de stage. Et j'étais pas du tout dans la partie commerciale. Il y en a un qui était axé sur la qualité, l'autre où j'étais chargé de projet. Donc ça avait rien à voir. Et en fait, c'est par rapport à ma première expérience professionnelle quand je suis parti au Canada où je me suis orienté sur la partie commerciale. Donc encore on va dire deux parcours un peu différents, mais au final, voilà, on y arrive. Très bien. Alors avant de remercier encore une fois nos témoins, je vous rappelle que demain, les témoignages sont consacrés au métier de la finance et de la banque assurance. Mercredi, les métiers de l'international et jeudi, les métiers de la logistique, la supply chain, les achats et les systèmes d'information. Pensez également au forum des stages et de l'alternance le jeudi 12 mars après-midi de 12h30 à 17h au Salon des Symboles. Et la semaine prochaine, des tables rondes métiers, des professionnels viennent vous présenter les métiers de l'humanitaire, les métiers de la fonction publique, les métiers de la distribution. Vous avez dû recevoir de notre part le programme de ce carrefour. Et encore un dernier événement mardi entre 11h30 et 14h au Salon des Symboles toujours. Les diplômés du DU Coaching, le diplôme universitaire coaching en entreprise, vous aident à vous poser les bonnes questions pour vous accompagner dans votre orientation. Ce sont des speed meetings de manière à vous interroger sur voilà, pourquoi j'avance pas et finalement qu'est-ce qui me permettrait d'avancer. Voilà. Je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré, de vos échanges, de ces expériences qui sont toujours très, très, très riches et très bénéfiques pour nos étudiants en questionnement. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Oui ? Un petit dernier mot. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et n'hésitez surtout pas à aller les voir. C'est une grande, grande chance. Et surtout, peut-être pas attendre d'avoir fini son cursus pour travailler déjà sur son futur. Et vraiment, n'hésitez surtout pas à les voir. C'est une grande, grande chance de les avoir. Wow. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas non plus à questionner nos diplômés avant qu'ils ne vous quittent pour déjà débuter la construction de votre réseau, etc. etc. Hein. C'est ça le réseau, je capte toutes les opportunités qui me sont données.